RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne, le podcast consacré 100% au club espagnol en Liga et en Coupe d'Europe. Et justement cette semaine on va parler de la Coupe d'Europe avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut, ça va Nico ? Ça va très bien, en forme, en grande forme, ça y est. On a terminé cette phase de Ligue. Les matchs intéressants commencent. J'aimais comment dire, la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Tout le monde La phase régulière. On dit ça, il n'y a pas de problème. Ouais, la saison régulière, ouais, et puis voilà, très bien. Je pense. Je vais dire ça maintenant. C'est bien de se réveiller en fin janvier. Edgar Grollo est là également, Edgar, en direct de Madrid. Comment il va celui-ci ? Salut Nico, salut Rémi, ça va très bien. J'ai une proposition si tu veux pour le vocabulaire. La première phase de Ligue des Champions. C'est pas mal. Première phase de Ligue des Champions, j'aime bien. Je préfère à la limite quoi. On sait qu'ils ont ont régulière, chouchou de toute façon. NBA, ouais, pourquoi pas. Écoute, merci les gars. Je vous rappelle qu'on est également en vidéo sur YouTube, On est partout. sur la chaîne Afterfoot TV. Toutes vos box. Qu'est-ce que tu as comme box chez toi ? SFR. Ben voilà, donc tu peux voir Afterfoot TV sur SFR. On est sur Free, sur Orange, on est partout. Sur l'appli aussi, sur vos téléphones, vos tablettes, RMC, BFM Play. Et donc, épisode spécial, conseil de classe de nos clubs espagnols, bilan des clubs en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Conférence. Attention du haut, notre petit siège confortable ici à Paris et Edgar dans son 8 pièces à Madrid. Eh bien, on va s'autoriser à les noter. Je veux aussi le joueur qui mérite les félicitations du jury, tout club confondu engagé en Coupe d'Europe, club espagnol bien sûr, et puis bien sûr on se penchera sur les affiches, le tirage au sort des barrages et la suite de la compétition sur la scène européenne. C'est parti pour l'After Espagne. Alors avant le conseil de classe de l'After Espagne, regardez donc, on le sait depuis ce vendredi midi, quel sera l'adversaire du Real Madrid en barrage de la Ligue des Champions. Tiens. Le voici, Real Benfica, et ça c'est savoureux. Ouais, c'est bien, c'est la revanche directe là, t'as pas le temps. Exactement, c'est merveilleux. Alors il y aura un très gros esprit de revanche pour les Madrilènes. Petite parenthèse, ça aurait pu être l'OM pour bien remuer le couteau dans la plaie. Donc Tout à fait. Ils auraient préféré quoi tu penses dans l'absolu ? Bon, ça sert à rien, Marseille n'y est pas. Real Benfica, on va en parler tout à l'heure. Atlético de Madrid, Club Bruges, justement bourreau de l'Olympique de Marseille. On va prendre le temps d'évoquer ces deux affiches dans quelques minutes. Et puis en huitième de finale, le FC Barcelone est déjà tranquille, passera février au chaud. Et pour regarder un de ses adversaires jouer, ce sera soit Paris, le vainqueur de Paris-Monaco, soit le vainqueur de Karabakh-Newcastle. C'est costaud aussi pour tous ces PSG. Il y a déjà eu un Barça-Newcastle durant cette phase régulière. Tout à fait. Puis il y a eu quantité de PSG-Barça également. Il y a aussi un PSG-Barça, Barça-PSG dans cette première phase. Exactement. C'est avec des champions remportés par le Paris Saint-Germain de Buzyn au Camp Nou. On en parle tout à l'heure. Alors, le bilan des clubs espagnols. Regardez ça en images et en infographie préparée par Samantha Zvek. Les voici, nos clubs espagnols. Donc le FC Barcelone termine à la 5e place pour les 8e de finale. Qualifié. Real Madrid 9e, qualifié pour les barrages, on l'a dit. Atlético de Madrid 14e. Bilbao, Athletic Club 29e éliminé. Villarreal 35e éliminé. Donc 3 équipes espagnoles seulement qualifiées pour la suite de la compétition. Je rappelle, saison dernière, il n'y avait que 4 candidats sur la ligne de départ. Girona était le seul éliminé. Le Barça avait fait 2e, Atlético 5e, le Real 11e. Edgar, je veux ta note sur 20. C'est un conseil de classe. Combien mets-tu au football espagnol en C1 ? C'est très décevant, donc je vais laisser un petit 11 sur 20. Oh, il est sévère le prof. Pour le foot espagnol. Et il va falloir que tout le monde se ressaisisse, voilà, que tout le monde se réveille, surtout que en fait les Espagnols ont fait le strict minimum pour certains et vraiment pas assez pour d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont gagné des matchs qu'ils auraient de toute façon dû gagner et qu'ils ont été très décevant dans les grands rendez-vous, on pourra en reparler. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment décevant cette première phase. Et en Espagne, on parlait de nuit terrible pour le football français avec l'élimination de l'Olympique de Marseille, mais en Espagne, il parlait aussi de soirée noire parce que il y avait le petit espoir d'avoir 3 clubs directement qualifiés dans le top 8. Il y avait la supposition initiale que de toute façon le Real Madrid et le Barça allaient aller dans le top 8. Finalement, il n'y a que le Barça qui sauve un petit peu la mise. Le Real Madrid qui perd ce dernier match de manière un petit peu catastrophique. L'Atlético qui n'est pas capable de battre Bodo Glimt ou Galatasaray pour aller chercher une place dans le top 8 sur les 2 dernières journées. Donc c'est vraiment décevant et surtout ça ne correspond pas à ce dont on a l'habitude avec les clubs espagnols en Europe.
Et c'est intéressant, on va pouvoir en débattre, peut-être vers un recul désormais du football espagnol sur la scène européenne. 5 Anglais, le top 8. Oui, mais après, t'as la Tous les puissance- Anglais dans le top 8. Ouais, mais t'as la puissance financière aussi. Non mais ça bien sûr, on va en parler. 11 sur 20 pour Edgar, note attribuée au club espagnol. Rémi, On va dire que je suis le prof un peu plus cool. t'es cool Mais toi, ça se voit. Ouais. mais 12, Arrête tes lunettes sévères et ton col roulé. 12 sur 20 parce que c'est le Barça qui répond présent justement avec cette nouvelle formule qui est loin d'être évidente pour tous les clubs, même les gros, même si l'Angleterre, comme tu dis, est en puissance dans ce top 8. Après, je dirais mais quand même attention parce que le Real Madrid, mine de rien, n'a jamais réussi à se qualifier directement dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions, puisque la saison dernière, ils avaient dû Tout à fait. affronter Manchester City avant de se faire éliminer par Arsenal en quart de finale. Voilà, c'est attention parce que l'Atlético, pour moi, ils sont à leur place Ouais, je suis dans d'accord. cette nouvelle formule, tu vois. Et puis j'ai envie de dire que Bilbao et Villarreal, surtout Villarreal, bon, c'est on va dire la difficulté de l'apprentissage quelque part. Bon, donc ta note 12 sur 20. 12 sur 20. Bon, je suis encore plus sympa que vous, mais ça on le savait avant même de faire cet épisode-là. Moi je mets quand même 13 sur 20, mention assez bien pour le club espagnol. On va en parler, recul notable T'es des clubs gentil, espagnols. Tout le monde a reculé, à part le Real, tu l'as dit, qui pour la deuxième saison consécutive va passer par les barrages. Quand même l'Atleti est à sa place, je le rejoins aussi. Le Barça, bien, peut mieux faire, bien sûr, le FC Barcelone, qui rehausse un peu la note. On va parler de ses possibilités dans la deuxième partie de la compétition, mais le Barça quand même tient son rang, top 8, 5e de Ligue des Champions. Voilà, vous voyez mes annotations tout au long de la saison régulière. bulletin. Je suis hyper fier de faire ça. 13 sur 20, c'est pas terrible quand même, les gars, on va pas se mentir. 13 sur 20, tu rentres à la maison, t'annonces ça à tes parents en 6e. Ouais. Ils Tu sais disent, que tu oh vas là être là, privé. Rémi, non, c'est pas. Voilà, faut avancer là. Ouais, c'est T'es qu'en Mais 6e. surtout quand t'es l'Espagne, en fait, c'est ça. C'est ça, et quand t'es en 6e, tu vois ce que je veux dire. Ça va être quoi en seconde ta note? C'est ça le problème. Donc je suis généreux, mais ça reste une note moyenne. Ça, c'est des encouragements quelque part. Quelque part, ouais. Et j'attends de voir surtout Villarreal, Bilbao, pour moi, c'est des crashs, je suis désolé. Ouais. On a tapé sur Marseille, c'est pas possible. Quand t'es Villarreal, 4e de Liga, Bilbao qui est un peu moins Villarreal, bien, certes. C'est une honte de finir derrière Karabakh, Bodo Glimt, le club Bruges. Ouais, mais Tu n'as pour pas moi, le droit. Tu vois, c'est Ça des ne doit équipes pas qu'on t'arriver. sous-estime pour Ça ne moi. doit pas Après, voilà, c'est. Oui, ok, mais quand même. Regardons les budgets, puisque tu parles de Oui, c'est finances. vrai. C'est pas possible, c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça raconte de la Liga, que le 4e de Liga soit même pas capable de se hisser dans les 24 premiers. Ça, c'est une honte. Voilà pourquoi ma note baisse. Bon, Edgar, il y a aussi une stat, tu nous as prévenu avant, qui nous inquiète pour nos clubs espagnols. Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les clubs espagnols contre les clubs du top 8, donc les 8 meilleures équipes de cette édition de Ligue des Champions pour l'instant. Il n'y a que des défaites, tout simplement, et surtout, il n'y a que 5 buts sur ces 9 matchs. Et c'est ce que je disais, les Espagnols ont été corrects dans les matchs face à des adversaires moyens, voire plus faibles qu'eux. Et généralement, de manière générale, ils n'ont pas répondu présent dans les soirs importants. Et c'est justement ce qui ne ressemble pas au football espagnol, qui a tendance à remporter les gros matchs, les finales, les demi. Alors on verra si ça va mieux à la fin de la saison, quand ça comptera encore plus. Mais par exemple, le Real Manchester City, on a senti vraiment tout simplement qu'il y avait un club qui était dans de meilleures dispositions et meilleur que l'autre à l'instant T. L'Atlético qui n'a pas existé à Arsenal, pareil. Barcelone, le FC Barcelone qui vient perdre 3-0 à Chelsea, c'était très très décevant. Donc c'est ce genre de performance qui sincèrement inquiète quand on regarde le bilan des clubs espagnols sur cette phase de ligue. Exactement. Villarreal, je l'ai pas dit, 35e. Oui. C'est un peu le GC Nice de la Ligue des Champions. Bah, c'est le fond de la classe, quoi. Quand même, 29e pour Bilbao. On parlera du coefficient UEFA aussi, tu as regardé ça. Où se trouve l'Espagne désormais? C'est une sorte de juge de paix. Ton coefficient, c'est sur les dernières années. C'est pas la saison en cours. C'est cette saison en Ça a cours. été régulé, ça y est. Et puis il y a même le nombre de clubs engagés qui sont encore qualifiés On y pour est. vous montrer. Bah voilà, on vous le montre. L'Angleterre est première avec 9 clubs qualifiés, donc encore en lice. L'Italie deuxième avec 6 clubs sur 7. L'Espagne donc troisième avec 6 clubs sur 8. L'Allemagne arrive ensuite à 4e place, 6 clubs sur 7. Et la France, bon dernier de ce petit classement de 5 places avec 5 clubs sur 7 encore en lice. Mais tu vois, j'ai envie de te dire que l'Allemagne fait mieux que l'Espagne. Oui. L'Allemagne fait 6 sur 7. Oui. La France fait comme l'Espagne, elle fait 5 sur 7 à l'arrivée. C'est inquiétant, on en parle souvent avec toi Edgar, lundi soir avec Paulo Breitner qui s'alarme de voir la mainmise de plus en plus forte du football anglais.
ça se concrétise comme jamais cette saison, en tout cas sur la première phase de la Ligue des Champions. Alors commençons par le Barça. Il y a une 5e place, très correcte. Bilan 5 victoires, 1 nul, 2 défaites pour les Catalans qui ont tenu leur rang malgré 2 vilaines défaites. Et on peut s'arrêter là-dessus aussi, les gars. Tu as 2 gros matchs dans la première phase du Barça. Certes, c'est le PSG, c'est J2. Donc c'était un contexte différent, mais elle fait tâche quand même. Ouais, mais c'était des affiches. Contre des jeunes aussi du Parisien, avec beaucoup d'absence dans les rangs du PSG. Et Chelsea, t'as raison Rémi, c'est 2 affiches qu'a joué le Barça. Quand la côte s'est levée, le Barça n'a pas été capable de gagner. Il s'essouffle clairement. Et puis en plus, contre Paris, c'était quand même un match avec beaucoup de blessés du côté parisien et des jeunes titis justement qui étaient là. Ça les a pas empêchés de gagner face à Barcelone, ce qui prouve bien aussi la différence de niveau. Après, face à Chelsea, il me semble de mémoire qu'il y avait un carton rouge dans le match pour les Barcelonais. Donc forcément, ça aide pas. Mais ce qui prouve aussi que dans les grands rendez-vous, le Barça, c'est essoufflé. Alors après, ils ont fait le travail en avant ou après ces affiches là, mais ce qui prouve que ça reste quand même fragile. On se souvient que la saison dernière, ils étaient demi-finalistes et qu'ils avaient perdu face à l'Inter dans des matchs spectaculaires, même mine de rien où ils ont perdu. Donc c'est attention à Barcelone. Quand même. Ah oui, il y a une grosse victoire contre l'Olympiakos, 6-1 qui gonfle les stats offensives. On les a vus à l'instant, Edgar. Toujours le même problème qu'on évoque depuis l'arrivée d'Hansi Flick, c'est la perméabilité défensive. 14 buts encaissés en 8 matchs. On est quasiment à 2 buts par match en Ligue des Champions. 0 clean sheet surtout, Edgar. C'est assumé. On ne changera rien. C'est la philosophie Flick, le déséquilibre permanent. Et on peut aussi appuyer sur quelques fébrilités individuelles défensivement. Jusqu'où le Barça peut aller cette saison. C'est toujours pareil, les mêmes problèmes que la saison dernière. Alors, c'est assumé, donc ça, il n'y a pas de souci, et on faut pas s'attendre du jour au lendemain à avoir un FC Barcelone qui enchaîne les clean sheets. Et ce qui me dérange plus, c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de progression, et qu'on a l'impression que pendant quelques semaines, ça va être un petit peu mieux. Le Barça couvre un petit peu mieux les espaces, notamment dans le dos des défenseurs. Le Barça gère un petit peu mieux leur jeu. Et puis après, on retourne à un Barça beaucoup trop fragile. Et j'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre, comme la saison dernière, ça peut leur coûter cher. Ça peut leur coûter cher. Et c'est surtout ça, il va falloir qu'ils se stabilisent à un niveau où, oui, il y a une prise de risque qui est assumée, mais elle est entre guillemets contrôlée. Et c'est vraiment sur ça qu'il va falloir travailler. Et Hansi Flick, Rafinha, Rashford le répète, ça passe aussi par le travail des attaquants et l'organisation des attaquants. Parce que si tu laisses le temps justement aux attaquants adverses, de pouvoir relancer un petit peu comme ils veulent et pouvoir aller chercher la bonne passe qui vient faire très très mal à cette ligne haute du Barça, et ben c'est là que la ligne haute ne marche pas du tout. Donc c'est vraiment un effort collectif qu'il va falloir garder à tous les matchs de cette Ligue des Champions s'ils veulent aller loin, parce que c'est pas comme le championnat où tu peux te rattraper la semaine d'après. Là, tu pourras pas te rattraper comme t'as pas pu te rattraper face à l'Inter, alors tu y étais presque. Il y a un match, je trouve, qui concrétise tout ce que vient de dire le Head, c'est face à Bruges, le 3-3 en fait, où ça allait dans tous les sens. Alors heureusement qu'il y a des joueurs devant qui ont du talent pour marquer, mais il y a peut-être un moment. Mais il y a un moment où ça suffira plus. Et puis comme tu dis, plus ça s'élève, plus le niveau s'élève, moins ils répondent présent quand on voit les adversaires contre qui ils ont perdu. N'oublie pas cette demi-finale aller-retour contre l'Inter où tu avais encaissé beaucoup de buts. Ouais, deuxième meilleure attaque de cette Ligue des Champions quand même, avec 22 buts. Donc voilà, ça montre bien ce qu'on dit. Mais ça n'évolue pas. On va faire une pause rapidement et revenir dans un instant pour juger la première phase en Ligue des Champions du Real Madrid. Bien sûr, on va prendre le temps. Et puis après, je voudrais également vos félicitations du jury. À qui vous les donnez, à quel joueur, tout club espagnol confondu, sur cette première partie de la saison européenne. À tout de suite sur RMC. De retour dans l'After Espagne, Rémi Dumont, Edgar Grolon en direct de Madrid. Alors, on a fait le bilan du Barça. Parlons du Real Madrid. C'est beaucoup moins positif, bien sûr. Le Real qualifié pour les barrages, certes, on le sait, ce sera pour le Real face à Benfica. Edgar, comme saison dernière, incapable de faire top 8. Est-ce que tu as trouvé finalement, même si le classement est mieux que la saison dernière, ce Real plus poussif, voire plus inquiétant que celui de Carlo Ancelotti la saison dernière?
En fait, tu regardes les matchs qu'ils ont gagnés, encore une fois, hein, c'est la même chose. On parlait de Liverpool, de Manchester City, ils ont été décevants sur ces matchs-là. Ils gagnent des matchs face à des équipes où ils devaient gagner parce que c'était complètement logique par rapport au statut des équipes. Je veux dire, battre l'Olympique de Marseille, c'est normal quand t'es le Real Madrid. Battre l'Olympiakos, c'est normal. Monaco, c'est normal. Alors oui, ils ont battu la Juventus, mais c'est pas non plus la plus grande Juventus des 15 dernières années. Donc c'est tout sauf rassurant. Maintenant, bon, ils étaient top 8 jusqu'à la dernière journée. C'est ce dernier match aussi qui fait qu'on a une analyse très différente parce que s'ils avaient battu Benfica, on serait dit, ok, la Ligue des Champions, c'est vraiment presque ce qui les tire vers le haut cette saison. Mais cette défaite face à Benfica et surtout la façon dont ils ont perdu ce match, en perdant leur nerf à la fin. Donc c'est-à-dire que t'es mené et tu perds tes nerfs, tu prends 2 cartons rouges et en plus du coup tu sais très bien que tu vas t'handicaper pour tes barrages de Ligue des Champions. Ça c'est inquiétant. Ça c'est inquiétant parce qu'on le dit depuis un petit moment maintenant, depuis au moins 2 ans, il y a un problème de leadership dans cette équipe et il y a un problème d'attitude des joueurs. Et il y a certains joueurs qui n'ont pas répondu présent et ça ne laisse pas présager une amélioration donc de la situation du Real Madrid parce qu'on a bien compris qu'Arbeloa quelque part c'est presque un personnage secondaire, j'ai envie de dire. C'est un figurant, t'as l'impression, exactement quoi. C'est ça, ouais. Voilà, non mais en fait, tant que les joueurs n'ont pas décidé de mieux faire et de se bouger et d'avoir tous la bonne attitude, Arbeloa il va pas pouvoir faire grand chose et je pense que il va surtout falloir une réaction de certains cadres et encore une fois, alors on en a parlé juste après le match dans l'after, mais quand je vois un Rodrigo qui a bataillé pour revenir dans le 11, qui là est sur le banc à l'occasion, pourquoi pas d'essayer de faire la différence pour faire revenir son équipe dans le match et qui se prend un carton rouge alors qu'il est rentré en cours de jeu, ça c'est inacceptable pour un joueur qui, malgré son jeune âge, a quand même beaucoup d'expérience en Ligue des Champions et ça va absolument être à corriger pour les prochains tours, s'il y a plusieurs prochains tours, à voir si ça se termine pas contre Benfica. Rodrigo, suspendu pour ce match aller contre Benfica, qui recevra d'abord Benfica-Lisbonne, le Real, avant le retour à Bernabéu, comme Asensio. Ouais. Qui sera suspendu, c'est l'autre madrilène sorti de ce match, évidemment. Juste pour revenir sur ce que disait le Ed par rapport à, tu sais, ces cartons rouges, justement, moi je trouve, alors c'est très personnel, hein, mais il y a quand même un peu de panache en fait. Quitte à perdre, perdu pour perdu, je trouve aussi. Enfin, il y a un côté, je trouve, où... non mais c'est vrai. Ah, mais Si panache à prendre un rouge, non, t'es pas mais éliminé. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Tu as été éliminé, bien sûr, mais là, il s'handicape pour la suite de la compétition. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est si tu veux, il y a un moment où ça tourne pas rond, je peux comprendre qu'il pète un câble. Et alors, d'ailleurs, pour en revenir sur ces faits de match, il n'y a pas vraiment faute de Bellingham, ce qui amène le coup franc. Tu vois, il y a aussi des éléments un peu contraires sur eux. Et pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il y a un moment, tu sais quoi, quand tu as un champion et que voilà, tu es tout le temps au haut niveau, si tu passes à travers un match, alors ok, c'est celui sur lequel il ne faut pas passer à travers. Mais ça ne m'étonne pas et quelque part, je trouve que ça montre qu'ils sont humains aussi, tu vois. Oui, ils sont humains, mais bon, tu dois pas être humain. Je crois qu'on l'avait compris quand même. Ouais, on l'avait compris depuis le début de la saison. Et effectivement, comme le dit Edgar, tu handicapes ton équipe sur la fin de match pour conserver un résultat, perdre 3-2, être et basculer dans le top 8. Voilà, non, mais c'est des fautes professionnelles pour moi. Pas de panache. Non. C'est de classe, monsieur le prof. Moi, je suis le prof cool, je t'ai dit. Avertissement comportement. Toi, t'es vraiment sympa, quoi. Mais là, on va te sortir du conseil de classe. Bon, voilà pour le Real. Les gars, on parlera de Mbappé dans un instant, car sans vouloir déflorer dès maintenant notre félicitations du jury, Mbappé est notre élu, mon cher Rémi. Restez avec nous pour découvrir quel est le footballeur espagnol ou d'un club espagnol qui obtient les félicitations d'Edgar Grollo. Voilà pour le Real, les amis. Parlons Atlético de Madrid, rapidement quand même. 13 points, 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Qu'est-ce qu'on retient ? Il y a une belle victoire de Buts 1 contre l'Inter. Voilà, pareil, on est dans l'ADN de l'Atlético, capable de se transcender sur un gros match, mais capable aussi de lâcher des points contre un adversaire moins bon et de se faire gifler par Arsenal notamment. 4-0 contre Arsenal. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, Atlético, on sait déjà comment ça va se passer. Ça va pas aller beaucoup plus loin. Ça peut passer le barrage, évidemment, contre Club Brugge, mais j'ai l'impression que ce sera encore plus difficile que la saison dernière, Edgar. Oui, et quand tu parles face à l'Inter, c'est vrai qu'on s'était dit peut-être que ça peut être un déclic pour eux parce que l'Inter, on avait l'impression qu'ils étaient
au-dessus, et pourtant l'Atlético arrive à gagner ce match, donc on se dit ok, peut-être que l'Atlético retrouve un petit peu aussi ce qui a fait sa force, c'est-à-dire de toujours y croire, de jamais rien lâcher, et d'avoir peut-être parfois ce petit panache justement dont on parlait dans les moments importants, et finalement ils n'ont pas réussi à transformer leur saison, et quand tu parlais de ces deux matchs-là face à Arsenal et face à l'Inter, finalement on retient deux matchs décevant face à de moins bonnes équipes. Alors, un déplacement à Galatasaray à l'avant-dernière journée, Galatasaray, surtout en déplacement, c'est toujours compliqué, mais ils ne gagnent pas ce match-là, et d'ailleurs, ils ont bien failli le perdre en fin de match. Et surtout, cette défaite face à Bodø Glimt sur la dernière journée, où tu peux encore rêver du top 8, où tu mènes, où en plus tu surdomines le début de match, et encore une fois, ils n'arrivent pas à mettre le deuxième. Encore une fois, mais j'ai l'impression d'avoir fait la même analyse 1000 fois sur leur match. C'est ahurissant, et on a l'impression qu'ils changeront jamais. Donc effectivement, on a du mal à voir comment ils pourraient vraiment rivaliser avec les tout meilleurs d'Europe cette saison. Bon, et puis attention, Club Brugge aussi quand même. Oui. Je ne vais pas balayer ce barrage trop rapidement. Oui. Club Brugge, certes 10 points à l'issue de la saison régulière. Donc on a collé 4 à Monaco, 3 à Marseille. On les connaît bien, on les a vus. À domicile, il faudra aller les chercher également. Ouais, mais pour moi, quand tu es l'Atlético, tu dois quand même si tu dois évidemment, mais c'est plus compliqué. Mais pour Capable moi, Tu dois battre Bodø Glimt aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, voilà pour le top 3 espagnol, bien sûr. On va pas s'attarder sur Villarreal et Bilbao, malheureusement, en échec. À eux d'aller chercher une nouvelle qualification dans cette deuxième partie de saison en Liga. Alors là, ça redouble. Ça redouble. Ouais. Non, ça redouble. On verra en fin de saison. Ça peut passer quand même sur le dernier trimestre. On verra ça. Ligue Europa. Regardez ce qu'ont fait les clubs espagnols. Le Betis, le Real Betis, 4e qualifié pour les 8e. Celta Vigo, 16e qualifié pour les barrages. Rapidement, Edgar, ta note pour ces deux clubs espagnols en Ligue Europa. Écoute, je suis assez satisfait de ce qu'ils ont proposé. 15 sur 20. Voilà, encourageant pour eux. Je pense que le Betis, on se demandait un petit peu où ils allaient se situer par rapport aux autres équipes un peu sympas, on va dire, de cette compétition. Et finalement, on termine cette phase de ligue en se disant qu'ils sont clairement candidats pour le titre. Alors, favoris, non, Voilà. mais ils sont candidats et ils se placent parmi les bonnes équipes. Le Celta, on va dire, alors en championnat, ils avaient eu un début de saison très très compliqué. Ils ont lancé un petit peu leur saison face au PAOK en Ligue Europa, puisqu'ils avaient dû attendre très très longtemps avant de remporter leur premier match. C'était au mois d'octobre. Et finalement, ils s'offrent une qualification pour les barrages relativement large. Donc, par rapport à la physionomie de leur saison, c'est plutôt satisfaisant pour eux. Et je pense que ça va être une équipe difficile à jouer, cette équipe du Celta pour la suite. Ouais, bon, Celta qui, tu as raison, a battu le PAOK, qui va les retrouver d'ailleurs en barrage de Ligue Europa, d'abord à Salonique, après à Vigo. Moi, j'ai mis 16 sur 20. Tu l'as gonflé en fait. Non, regarde. Non, t'avais mis 16, c'est Ouais, ça. j'avais mis 16 parce que je trouve que le Betis, il y a une vraie continuité par rapport à la saison dernière où ils étaient finalistes de la Conference League, où ils avaient d'ailleurs posé pas mal de problèmes à Chelsea, qui a fini quand même vainqueur et puis champion du monde. Je trouve qu'il y a une vraie logique, une vraie continuité. Et puis après, le Celta Vigo, je trouve que ça joue avec ses armes et c'est très honorable. Maintenant, je les vois pas évidemment gagner la compétition. Après, le Betis, c'est vrai qu'ils sont habitués à aller assez loin dans les compétitions, dans les Coupes d'Europe en tout cas. Après, de là à les voir gagner, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut être pour moi l'équipe vraiment poil à gratter de cette Europa League. Je suis d'accord avec toi, j'ai mis 15 sur 20 moi aussi pour ces deux clubs espagnols. Le Betis doit s'affirmer et doit absolument aller chercher un ticket pour Istanbul, un théâtre de la finale de Ligue Europa. On attend ça au minimum pour les Sévillans. Et toi, Nico ? Moi quoi ? Toi, ta note ? Je viens de le dire. D'accord, c'est bien ce que... Bon, c'est bien, ça fera un téléchargement en plus, tu vas pouvoir re-regarder ou réécouter le podcast. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je n'avais pas entendu ta note, pour tout dire, j'avais pas entendu ta note. C'est une bonne nouvelle à l'arrivée. Bon, alors, Ligue Europa Conférence, Rayo Vallecano, 5e qualifié pour les 8e de finale. Bon, le Rayo, c'est pas mal, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on... Oui. Alors, pas avancer un petit peu, Edgar. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'ils faisaient leur retour en compétition européenne pour la première fois depuis 24 ans. Donc, c'était forcément une question de voir comment ils allaient aborder la chose. Surtout que c'est seulement la deuxième fois qu'ils disputent une compétition européenne. Donc, c'est très satisfaisant pour eux. Après, quand tu regardes un petit peu les adversaires qu'ils ont joués, ils avaient eu un tirage très très favorable. Ils ont évité pas mal de gros de cette Conference League. Donc, j'ai aussi envie de dire, c'est un peu la moindre des choses quand même pour eux quand tu compares leur effectif aux autres effectifs de Conference League.
Pour ceux qui ne savent pas, Vallecano, c'est à banlieue de Madrid, c'est ça, hein, Edgar, hein, le Rayo. C'est pas loin de C'est chez toi. ça. C'est ça, et par contre, j'ai hâte de voir l'ambiance au Rayo comme ça pour des matchs à élimination directe à partir des 8e de la Conference League. Ça va être très très intéressant. C'est pour ça que j'ai mis le maillot du Rayo juste derrière. Allez. Magnifique. Pour l'occasion. Avec l'abeille. Voilà les amis, pour ce bilan maintenant, il est l'heure, alors qu'il nous reste 1 minute à peine, de décerner nos félicitations du jury. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Bah si. Si, quand même. Quand même. Bon. Edgar, on commence avec toi. Alors, moi j'ai choisi Marcus Rashford. Marcus Ah bon Rashford parce que je sais que tout le monde va oublier son début de Ligue des Champions où il avait été excellent, où il a été très très bon pour le Barça quand il manquait des cadres, Rafinha notamment qui était blessé. Il a mis son doublé à Newcastle. Finalement sur les 8 matchs, il est décisif sur 6 des 8 matchs et il est décisif au total 8 fois. Donc vraiment félicitations à lui et surtout pour son adaptation express dans cette équipe. Au début de la compétition, il était titulaire, il a été bon. À la fin, il était remplaçant, il a été bon quand il entrait à l'image de son coup franc sur le dernier match. Donc bravo à lui qui a été très très utile pour le Barça et je pense que peu de personnes au moment où il signait au Barça auraient dit qu'il aurait été avec Fermin Lopez le joueur le plus décisif de cette phase de Ligue des Champions pour eux. Je précise, 11 sur 20, c'est pas pour lui. Hein. Ça, c'est pour les clubs espagnols. Hein. Félicitations, ouais. c'est 17, 18 sur 20 quand même. Hein. Edgar, je te laisse dérouler le tapis rouge pour notre choix, notre chouchou espagnol. Ah, Edgar, moi c'est Rémi du coup, mais Ah oui, d'accord, voilà. ça va très bien, hein, t'inquiète pas. Rémi, ouais, déroule qui tu veux. On Kylian Mbappé, est d'accord, les Kylian félicitations du jury, 13 buts marqués en 7 matchs de Ligue des Champions, il devient le joueur ayant marqué le plus de buts dans la phase de groupe, de poule, de saison régulière, appelez ça comme vous voulez, mais avant les matchs à élimination directe, il peut battre un autre record, celui du nombre de buts marqués sur une saison en Ligue des Champions détenue par Cristiano Ronaldo de 17 buts, donc il est donc à 4 petits buts d'égaler le record, voire 5 de le dépasser, et voilà, il est décisif toutes les 47 minutes en Ligue des Champions. Ça, c'est dingue. Donc il lui faut deux podcasts espagnols pour marquer un but. Non, mais ça, c'est la stat, c'est complètement fou. Décisif à une fois par mi-temps, quoi. Bah ouais, c'est ça, te rends C'est compte. ça, une fois par mi-temps, le garçon. Bravo Kylian. Alors qu'il est Maintenant- attendu, alors que tout ça, tout le monde le connaît, tous les défenseurs font attention à lui, voilà. Bon, en revanche, Kylian, c'est un appel, hein, ne fait pas une deuxième saison au Real sans titre. Hein, Oui. et en marquant 55 buts ou Ouais. 80, ça ne Ouais. servira absolument à rien, malheureusement. Ah, frustrant. Il n'y aura pas de ballon d'or, tout ça. On t'attend aussi au mondial, garçon. Merci Rémi, merci monsieur le Edgar, directeur. merci Bon, ça également. promet pour la suite de la saison maintenant. Effectivement, t'as raison. Merci à la CPE Samantha Zvek en régie. Merci également à Flavien Zolkowski. Nous, on sera là la semaine prochaine. Hein. Avec le plaisir. On va le faire cet épisode Rafinha ou pas un jour? Bah, peut-être tout Rashford. On fera un Rashford Focus. Tu l'as ou pas? D'accord, pourquoi pas. Rashford Focus, Ah. magnifique, vous l'avez. C'est sur ce trait d'humour que nous allons nous quitter et nous retrouvons la semaine dernière. Bye bye, merci de nous avoir suivis. RMC After Espagne.